Bonjour, c'est l'heure de la rétro sportive. On se motive et on bouge. Cette semaine, Alexandre Caporal vous a programmé un menu riche et varié. Au menu, justement, navigation, athlétisme et hockey. Vous avez le choix. Allez, hop, debout, on se lève. On ouvre une page voile aujourd'hui sur NRTV. La semaine dernière, nous recevions Alan Roura qui revenait du Vendée Globe. On reçoit aujourd'hui la navigatrice genevoise Justine Métro qui elle aussi a annoncé se préparer pour le Vendée Globe, pour le fameux Tour du Monde en solitaire. Ce sera pour 2024. Bonjour Justine. Bonjour. Justine, avant le Vendée Globe, vous avez rejoint l'équipe internationale 11th Hour Racing en qualité de co-skipper et vous disputerez notamment cette année le Tour de l'Europe en équipage, la Fastnet Race, le défi Azimut et la Transat Jacques Vabre en double et un riche programme pour 2021. Oui, c'est vraiment une super opportunité pour moi de rejoindre cette équipe-là. Donc un équipage international qui se prépare pour le prochain Tour du Monde en équipage. Et puis avec un programme plutôt de double cette année. Donc ouais, super opportunité de pouvoir progresser en IMOCA sur les bateaux du Vendée Globe. Beaucoup de navigation, du coup. Il y aura l'Ocean Race aussi en 2022 en équipage. Et puis vous visez surtout, donc, on l'a dit, le Vendée Globe 2024. Comment on se prépare au Vendée Globe ? Comment on se prépare ? C'est vrai que la première partie, c'est la partie de trouver les financements, qui est un gros boulot et qui peut prendre parfois plusieurs années. C'est vrai que moi, ça fait un moment que j'essaye de monter un projet Vendée Globe et ça prend du temps. Donc voilà, ça c'est la première partie. Après, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir gagner de l'expérience et de pouvoir légitimement prétendre à être au départ du Vendée en ayant les qualités requises. Donc voilà, j'ai pu naviguer ces dernières années sur pas mal de circuits différents et puis de pouvoir naviguer là aussi en IMOCA, même si c'est en équipage ou en double. Je pense que ça permet de vraiment gagner de l'expérience supplémentaire pour pouvoir prendre le départ du Vendée Globe en 2024. J'imagine que ça fait très longtemps que vous y pensez au Vendée Globe, que ça doit être un rêve de gosse peut-être. À quel moment on se dit, ça y est, là je suis prête, ce sera pour cette année-là ? Je pense qu'en tout cas, moi, j'ai déjà essayé de trouver des financements pour ce Vendée Globe-là. Et puis, je pense que cette idée, elle a vraiment germé pour moi plutôt en 2014-2015, quand j'ai fait mon premier tour du monde, mais en équipage. Et voilà, là, on fait un tour du monde. On navigue sur des bateaux qui sont encore un petit peu plus grands que ceux du Vendée Globe. Donc, tout cet apprentissage-là, il se fait. Et voilà, ça fait depuis ce moment-là que j'y pense. Ouais. J'imagine que vous avez regardé la traversée d'Alan Roura, qui a fait donc son deuxième Vendée Globe. Qu'est-ce que vous pensez de ces exploits, justement ? C'est un modèle à suivre peut-être pour vous pour 2024 ? Oui, c'est sûr qu'en tout cas, lui, il a réussi à monter des projets très rapidement. Et puis, je pense à se donner le moyen de faire les choses bien. Et puis il est quand même très jeune aussi. Et son premier Vendée, il l'a fait vraiment très, très jeune. Donc voilà, on voit qu'il a des super qualités de marin. Et puis, j'espère que ça va pouvoir continuer pour lui aussi. Et c'est sûr que ça montre en tout cas que c'est possible et que c'est possible de monter des projets suisses avec des sponsors suisses. Ouais. On recevait d'ailleurs la semaine passée Alan Roura ici en plateau, qui a eu l'occasion de nous parler de son épopée et notamment qui nous a dit quelque chose sur la solitude en mer. On regarde tout de suite les images. Et c'est dur en fait de partager nos soucis avec des terriens. On est deux mondes à l'opposé, complètement à l'opposé. C'est-à-dire que moi j'ai un souci technique ou alors de l'huile ou machin ou peu importe. Personne ne peut vraiment se rendre compte de ce que tu vis. À terre, c'est moi, ma voiture démarre pas ou je sais pas, c'est un exemple, mais enfin, c'est pas grave. Il y a des bouchons sur l'autoroute. Il y a des bouchons. Oui, j'ai pas pu t'appeler parce que machin, j'avais ci, j'avais ça, j'avais un rendez-vous à la banque ou on a d'autres problèmes, mais c'est deux mondes mais complètement à l'opposé. Et du coup, toujours un peu de peine à échanger avec la terre. Donc, il me manque forcément, mais j'ai pas ce besoin d'être en contact sans arrêt. On vient de voir à l'instant, Justine, la manière qu'avait Alan Roura de gérer la solitude. Vous vous retrouvez dans ce qu'il vient de dire ? Oui, c'est vrai qu'en tout cas, ce qu'il raconte, le fait de devoir gérer les problèmes tout seul, même si on peut faire appel à l'équipe technique qui va conseiller et guider, on se retrouve quand même à gérer les soucis tout seul, à se gérer tout seul pendant des durées qui sont assez longues. Donc c'est sûr que c'est pas simple et c'est pas simple toujours de partager ça et de trouver l'énergie de raconter ce qu'on fait. Après, ça fait quand même partie de ce qui est important de faire quand on est sur le Vendée Globe, de pouvoir raconter ce qui nous arrive et puis d'essayer de faire comprendre au mieux aux gens et au grand public ce qui se passe à bord. Vous pensez que vous seriez plutôt comme Alan, à avoir tendance à couper un peu le contact avec la terre ou bien au contraire avoir besoin du soutien de vos proches ?
Non, c'est vrai qu'en mer, ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des nouvelles de la Terre, mais c'est vrai que moi, j'apprécie aussi le fait d'être déconnecté, d'avoir le temps d'être vraiment concentré aussi sur la course. Donc voilà, je sais que je communique avec la Terre à petite échelle. Parlons plus largement du sport nautique et de la voile. Donc, on rappelle, vous êtes professionnelle depuis 2012, Justine Métraux. La voile, c'est un sport plutôt unisexe, ou en tout cas, on a tendance à voir davantage d'hommes représentés dans ce milieu-là. Vous, comment vous avez fait justement en tant que femme pour arriver à vous imposer puis à courir des grandes courses, justement? Oui, alors c'est vrai que c'est un sport unisexe dans le sens où on court en classement mixte, donc il n'y a pas de classement distinct entre les hommes et les femmes en course au large. Ce n'est pas le cas par exemple de la voile olympique. Oui, c'est sûr qu'on est toujours une minorité de femmes à participer en course, généralement à peu près 1/10 de femmes pour les différentes courses au large. Donc voilà, il y a encore un peu de chemin à faire. Moi, je pense que j'ai réussi à faire mon chemin en essayant de faire mon boulot correctement, en faisant les choses sérieusement. Et puis petit à petit, on gravit les échelons. Et puis voilà, je pense que j'ai fait mes preuves en solitaire. Quand j'ai navigué en équipage dans des équipages qui étaient aussi souvent mixtes, ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, la place, on se la fait aussi un peu petit à petit, comme dans les différents milieux, je pense, quand on est une femme. Il y a un certain chemin, on va dire, supplémentaire à faire. Vous vous engagez d'ailleurs pour promouvoir, on va dire, la mixité, en tout cas, dans ce sport. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, c'est un chemin pour les différentes navigatrices qui n'a pas toujours été complètement simple, où il y a des passerelles qui doivent encore se faire. Donc moi, je fais partie du Magenta Project, notamment, qui est une association fondée par des navigatrices professionnelles qui veulent justement aider à créer des opportunités pour les jeunes filles qui ont envie d'elles-mêmes devenir professionnelles dans la voile. Vous êtes installée désormais donc, en France, à côté de Lorient, pour pouvoir bien entendu vous entraîner au large, à naviguer. Mais vous avez grandi donc à Genève et puis sur l'arc, enfin au bord du lac Léman. C'est là que vous avez découvert la voile. Vous vous souvenez de votre tout premier rapport avec la voile ? Oui, je ne me souviens pas du moment exact. C'est vrai que moi, j'ai commencé à naviguer sur le lac en famille avec mon père qui avait un petit bateau à l'époque. Et puis, c'est vraiment ça mes premiers souvenirs, des week-ends ou des vacances sur le lac avec ma grande sœur. Et puis après, avec le reste de la famille. Et pour moi, c'est vraiment des bons souvenirs de moments de plaisir passés sur le lac, à se baigner, à profiter du cadre. Et le déclic, il vient quand ? À quel moment ? Et puis pourquoi vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire de ma vie ? Ouais, je pense que ça c'est un chemin qui se fait petit à petit. Le déclic, d'un côté pour moi, il s'est fait vraiment à l'adolescence où j'ai commencé à plus naviguer vraiment à fond sur tout mon temps libre. Donc au centre d'entraînement La Régate qui est basé à Genève et puis avec des camps qui étaient organisés par Jean-Paul Bechler qui était un skipper professionnel suisse et qui voulait former des jeunes à être responsables de voiliers en mer. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de pouvoir être dans ces deux cadres qui étaient vraiment super pour des jeunes qui avaient envie de faire de la voile. Merci Justine Métraux d'avoir été avec nous sur le plateau d'NRTV pour parler donc de tous vos projets. Beaucoup de choses en 2021, on l'a dit, et puis surtout ce gros projet en vue du Vendée Globe 2024. On vous souhaite bonne chance, bon courage pour tout ça et à très bientôt. Merci beaucoup. Le week-end dernier, les championnats suisses d'athlétisme en salle ont pu se dérouler à Macolin. Plusieurs coureurs et coureuses de la côte y ont participé, dont l'habitant de Versoix, Félix Svensson, qui a réussi à se glisser en finale du 60 mètres sans remporter de médaille, mais en se classant 7e tout de même et en battant son record personnel, soit 6 secondes et 89 centièmes. Bonjour Félix. Bonjour. Quel regard tu as du coup sur ce résultat ? Record personnel, je l'ai dit, content du coup ? Ouais, c'était une belle compétition. Je dirais le 60 mètres, c'est pas du tout ma spécialité, mais je suis content d'avoir fait un record personnel et puis d'avoir accédé à la finale parmi tous ces compétiteurs qui sont même un peu meilleurs que moi sur 60 mètres. On a vu notamment celui qui a gagné, c'est Sylvain Vicky, qui a battu un record suisse, en plus avec 6 secondes et 59 centièmes. En forme, Sylvain Vicky, que tu connais bien, que tu as déjà battu. Ouais, c'est ça. Alors lui, c'est vraiment un spécialiste de 60 mètres. Et puis, donc rien à dire, bravo à lui. Et puis, un sprinter, puis, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, tu es spécialisé, Félix, ta spécialité, c'est plutôt le 200 mètres. Là, tu ne l'as pas couru, du coup, à Macolin, qui était donc le dimanche. Tu as couru le 60 mètres le samedi et finalement, pas le dimanche, le 200 mètres. Pourquoi ? Non, c'est ça. Alors, on s'est retrouvés dans une situation un petit peu avec la préparation en général qui a fait qu'on s'est concentré sur cette saison en salle sur le 60 mètres, tout simplement.
Et puis que du coup, on a décidé de rester axé là-dessus. Et puis, j'avais pas forcément ce travail de résistance qu'il faut pour le 200 mètres qui a été fait parce que je suis tombé malade, j'ai eu le Covid. Donc, c'est des choses qui ont fait que ma préparation était un peu retardée. Donc, on s'est dit, OK, on va se focaliser sur cette partie-là, le 60 mètres, plutôt la partie d'accélération. Et puis, on est resté focalisé là-dessus et puis on a vu des résultats, donc on est content. Comment on vit le fait d'attraper le Covid quand on est un sportif d'élite comme toi ? C'est vrai que c'était un coup dur sur le moment. J'ai pas pu partir faire mes camps d'entraînement comme j'avais prévu, partir au soleil, pouvoir s'entraîner avec mes camarades. Et puis évidemment, la saison en salle est très courte. Donc c'est vrai que sur le moment, on se demande si la saison en salle, est-ce qu'il va y avoir une saison en salle, quelle sera ma forme, comment est-ce que je vais réussir à gérer ça. Et puis au final, ça a été. Ouais. Mais c'est vrai que sur un peu de fatigue quand même. Ouais, c'est ça. On a dû faire avec justement. J'ai eu des. Je variais beaucoup en termes de forme. Il y a des jours où j'étais super bien et d'autres jours où j'existais pas. Et puis. C'est dur de garder une constance pour viser les championnats. C'est un peu ça. Donc on a dû faire avec cette. On a dû faire avec ça et puis on s'est adapté et puis au final j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé même avant d'avoir eu le Covid, donc je suis très content. Effectivement, donc du coup un début d'année on va dire un peu chamboulé avec ça, mais finalement des championnats que tu as pu disputer avec ce record personnel. Le prochain objectif, je crois ce que tu as dans le viseur, c'est Tokyo 2021, les JO. Oui, c'est ça. Comment on se prépare à ça? Et puis, qu'est-ce qu'il va te falloir pour pouvoir te qualifier, pouvoir partir aux Jeux Olympiques? Donc, il me faudra déjà une réponse positive de la part de World Athletics, qui me confirme que je puisse participer à cette compétition dès cette année. Donc, courir avec l'équipe suisse, en fait, c'est ça? Exactement. Je suis en passage de courir pour la Suisse. Et puis, justement, cette demande doit être acceptée. Donc j'attends cette réponse-là et puis moi je reste focalisé sur cet objectif-là et sur les années qui suivent qui représenteront aussi de belles opportunités. Parce qu'on le rappelle, donc toi tu as grandi à Versoix, toute ta vie tu as grandi en Suisse, mais tes deux parents sont suédois et puis tu as notamment couru avec l'équipe suédoise, tu as été champion de Suède aussi notamment dans ta discipline. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit il faut que j'aille courir avec le drapeau rouge et blanc? Il y a déjà le fait que je vis en Suisse depuis l'âge de 4 ans, depuis 2001. Donc j'ai toujours vécu ici et puis il y avait cette envie de rendre un peu à la Suisse ce qu'elle m'a apporté jusqu'à aujourd'hui, cette part aussi de logique, sachant que j'ai été ici depuis si longtemps et puis que je compte aussi y rester. Donc pour moi c'était... pouvoir un jour représenter les couleurs de la Suisse sur la scène internationale, ça a été, c'est un rêve et que j'espère va se réaliser tout bientôt. On l'espère pour toi aussi, on verra, donc on espère que tu pourras te qualifier pour partir à Tokyo aux Jeux Olympiques cet été, et puis ensuite il y a d'autres étapes, les championnats d'Europe il me semble dans 1 année ou 2 années, c'est ça, et puis ensuite les JO 2024. Ouais. Voilà, on te souhaite tout de bon pour la suite donc, de ta carrière et puis de belles performances en perspective pour ces JO notamment. Merci Félix Svensson d'avoir été avec nous sur NRTV. Merci à vous. À bientôt. Les grands n'ont pas le droit de chausser les patins, les petits, oui. À la patinoire de Rives, l'école du H-Seignon peut continuer ses entraînements avec plus de 70 jeunes hockeyeurs en herbe qui défilent sur la glace chaque semaine. Reportage en images. Comme vous le voyez derrière moi, ça se passe, c'est la bonne nouvelle. On a réussi à faire patiner les enfants toute la saison cette année, grâce aux passionnés qui coachent ici. Malgré les restrictions sanitaires, on a pu mettre en place l'école de hockey et l'école de patinage cette année. Donc c'est une super nouvelle. L'école du H-Seignon se compose de 5 catégories. On a une catégorie école de hockey avec une 12aine d'enfants. La catégorie U9 où ils sont 20 inscrits. Les U11 qu'on a vu tout à l'heure sur la glace avec 16 inscrits. On a un peu les vacances scolaires, donc un petit peu moins de présents cette semaine et puis la semaine prochaine. Et les U13 avec 15 enfants inscrits
et les U15 avec 6 enfants. On a environ 73 jeunes inscrits au H-Seignan. Bonjour les garçons, vous vous appelez comment? Nils, Tom, Tristan, Et ça fait combien de temps que vous jouez au hockey ici au H-Seignan? 3 ans, 3-4 ans, 3-4 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans le hockey? J'aime bien patiner, j'aime bien faire des matchs, j'aime bien faire les shoots, j'aime bien faire des exercices. C'est la semaine un petit peu moins disciplinée, je pense à cause de l'école. Ils sont concentrés toute la journée à l'école, ils rentrent à la maison, ils se reposent. On leur demande de se reconcentrer sur la glace. Un petit peu de la peine chez certains, surtout chez les U9, chez les tout petits. Mais le samedi, ça c'est un samedi une journée qui fonctionne super bien. On est 9 entraîneurs sur cette glace pour s'occuper des 5 catégories. Moi, ça fait maintenant, c'est ma 11e année que je fais ça avec plaisir, avec passion. Hein, transmettre ce qu'on aime à des jeunes, voir les jeunes évoluer et progresser. C'est avoir un merci à la fin, c'est juste tout ce qu'on demande en fait, c'est avoir les sourires sur le visage des jeunes. On a des gars passionnés par le hockey qui n'ont pas forcément fait de carrière. On a Michal, qui est un ancien joueur pro, un ancien gardien, qui vient partager sa passion avec nous. On a vraiment de la chance. On a Nicolas, qui est joueur de la première équipe, responsable des entraîneurs. Donc c'est grâce à tous ces gens-là que l'école de hockey, elle vit en fait. C'est des bénévoles qui sont là, qui donnent de leur temps tous les soirs, le samedi. Donc c'est grâce à eux que l'école de hockey, l'école de patinage, où on a 4 entraîneuses, on arrive à faire vivre ces écoles. C'est les grands chanceux qu'on a ici. Eux, ils peuvent profiter de la glace, profiter d'avoir des entraînements. Malheureusement, pas profiter d'avoir de matchs contre d'autres clubs. Voilà, raison Covid. Hein. Mais au moins, ils peuvent s'entraîner. Contrairement à nous, les adultes, où voilà, on range nos patins pour savoir quand on peut recommencer. C'est un peu frustrant pour les adultes de voir les enfants patiner, non? Sans commentaire, c'est l'horreur. Ça nous démange de pouvoir jouer, mais on est content pour les jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous pouvez chausser les patins et pas vos papas? Bah, on va dire c'est un petit privilège. Ce qui est frustrant, c'est qu'on peut être sur la glace avec eux, mais nous, on ne peut pas être entre adultes sur la glace et voir les copains. Donc il y a un petit côté frustrant quand même. Et voilà, j'ai la chance de profiter quand même. C'est tout pour le sport. Très bon week-end à tous. On se retrouve à partir de lundi. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.